Kahina Bahloul, premier imam de France, nous a rejoint. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. On va parler bien entendu de votre livre Mon Islam, ma liberté. Peut-être d'abord une réaction. Le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Il devrait débuter ce mardi ou ce mercredi, c'est selon. On a envie de dire que c'est à la fois un mois de recueillement, un mois avec un chemin spirituel pour parfois se purifier, laver ses péchés, ses mauvais penchants. C'est aussi le temps du partage, la fête en famille, les repas plutôt copieux, la générosité. On voit moins dans les pays occidentaux, quand on parle d'islam, ce côté plutôt festif avec des couleurs, comme on peut voir lors des fêtes de Noël, par exemple, pour les chrétiens. C'est important aussi de rappeler cet aspect-là. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on ne le voit peut-être pas à l'extérieur, dans les villes occidentales, par exemple, alors que dans les pays, par exemple, du Maghreb ou dans les pays musulmans en général, en fait, pendant le Ramadan, on le voit vraiment dans les villes. Il y a des concerts le soir, il y a vraiment ce côté festif, il y a plein d'expositions. Il y a toute une vie culturelle. Toute une vie culturelle qui est très, très, très vivante et très animée pendant le Est-ce que vous diriez que parfois, du coup, dans les pays musulmans, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on accorde peut-être trop de place à ce côté festif, les séries du mois de Ramadan, la musique ou autre, et parfois vous trouvez que l'aspect spirituel est un peu en deçà? Justement, en fait, on a tendance justement à aller plus dans cet aspect festif et presque caricatural, et d'oublier que le mois de Ramadan est d'abord un mois de recueillement et de spiritualité et de travail sur soi. Ouais. Vous, Kahina, Mon Islam, ma liberté, dites-vous, en tout cas en titre de ce livre, votre religion, c'est en quelque sorte votre liberté? Oui, alors ça peut paraître paradoxal, mais j'ai un peu fait exprès d'associer ces deux mots, islam et liberté, parce qu'on a souvent tendance à donner une image de l'islam, l'image d'une religion qui serait coercitive et qui... avec beaucoup d'interdits. Avec beaucoup d'interdits, et puis surtout avec un rapport à la femme qui est un rapport qui opprime la femme et qui l'infériorise. Eh bien, moi, mon islam, en tout cas tel que je le vis, et puis lorsque on s'intéresse à l'islam dans sa profondeur, dans sa spiritualité, eh bien, on découvre que l'islam ou la spiritualité musulmane est plutôt un chemin de libération. Alors justement, c'est vrai que pour beaucoup, islam rime avec patriarcat. Vous, dans votre livre, vous dites au contraire qu'on pourrait interpréter cette religion comme un instrument important justement pour lutter, entre guillemets, contre ce patriarcat. Oui, alors ce dont il faut prendre conscience aujourd'hui, c'est que en fait, la tradition exégétique et l'herméneutique a créé des strates et des strates de nouveaux mécanismes de jurisprudence, d'explication du texte coranique, qu'on a fini par oublier de revenir aux fondements eux-mêmes, c'est-à-dire aux textes fondateurs de l'islam, aux sources, au Coran et à la Sunna. Et donc, ce à quoi j'invite, personnellement, c'est que l'on revienne avec notre regard d'aujourd'hui à ces textes-là et qu'on essaye à nouveau de les faire parler, de dialoguer avec eux, avec nos lunettes d'aujourd'hui. Alors vous, très jeune en Algérie, vous avez eu ce sentiment d'injustice faite aux filles, notamment. Puis ensuite, vous avez fait des études religieuses, vous avez étudié le Coran. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise le soufisme? C'est quoi pour vous être en 2021 soufi? Ce qui caractérise le soufisme, c'est d'abord sa dimension intérieure. C'est-à-dire que le soufisme a d'abord pour objet d'éveiller le musulman, le croyant, à l'importance de faire un travail sur sa spiritualité en tant que croyant avant d'essayer justement de chercher à changer ce qui est à l'extérieur de soi. D'ailleurs, Rumi, à ce propos, a un aphorisme très intéressant où il dit hier, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, je veux me changer moi-même. Ouais, donc, on pourrait résumer le soufisme à cela. Cette introspection. En 2019, vous avez fondé la mosquée Fatima, d'inspiration soufie, ouverte aux femmes qui portent le voile ou non, mais aussi aux non-musulmans. Quel bilan tirez-vous de cette expérience, si je puis dire, quasiment 3 ans après ? Eh bien, écoutez, moi, j'en tire plutôt un bilan positif, même si ça reste encore des premiers pas. Tout n'est pas encore facile, mais le sentiment que j'ai, c'est que le regard vis-à-vis, par exemple, de la place de la femme ou la parole de la femme dans le discours religieux, on sent qu'il y a une évolution et un meilleur accueil de la féminité. Alors, difficile d'échapper à la question, mais vous le savez
savez, en France, il y a toujours ces questions, quels que soient les gouvernements qui passent, de la place de l'islam. L'islam est-elle compatible avec la République? On parle aussi de faire émerger un islam de France, de séparer finalement le financement des cultes en France musulmans avec des pays étrangers. Alors c'est pas nouveau, hein, la volonté de réformer l'islam. Déjà au 19e siècle, en Tunisie ottomane, il y avait tout un débat parmi le milieu des oulémas. Aujourd'hui, vous, comment voyez-vous cette nécessité, si l'on peut dire, ou pas d'ailleurs, de réformer l'islam en France et pourquoi pas au-delà, en Europe, disons? Oui, alors moi, j'en parle justement dans mon livre. Je dis qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de redécouvrir et de travailler sur la pensée de ces grands penseurs de l'islam réformiste qui existent depuis le 19e siècle, un peu partout dans le monde musulman, mais aussi en Europe. On a des figures comme celle de Mohamed Abdou, de Tahar Haddad, ou alors en Europe, on a connu Mohamed Harkoun, par exemple, qui a enseigné à la Sorbonne. Et je pense que oui, cette réforme de l'islam passera par la redécouverte et une meilleure connaissance de cette pensée-là.